Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Data Protection sur donc la protection des données. On vous remercie d'être présents aussi nombreux. Donc l'idée de ce jour, c'est de vous présenter un état des lieux légal, la sécurité de l'information et l'anonymisation des données. Je suis Michael Marnier, je suis le directeur de Libel en France et je vais être l'animateur du webinaire de ce jour. Je vais passer la parole ensuite à maître Sylvain Staub, qui est avocat chez Staub et Associés. Ensuite parlera M. Luc Herbert, directeur associé de la société Eurasis. Et puis nous passons la parole enfin à Tonjet Neuhauser, consultant technique chez Libel, sur le sujet de l'anonymisation des données. Eh bien, sans plus attendre, je passe la parole à maître Sylvain Staub. On va voir mon slide. Ouais. Tu cliques ou tu avances avec la flèche. Ouais. Voilà. Bonjour à tous. Donc je suis Sylvain Staub et j'ai créé un cabinet il y a 12 ans qui s'occupe quasiment uniquement de problématiques dématérialisées, d'informatique, de logiciels, dont de données personnelles évidemment. Et aujourd'hui, c'est très intéressant qu'on puisse se parler de cette question des données personnelles sur un aspect juridique bien sûr, mais également sur un aspect opérationnel et de responsabilité technique, parce que peut-être pour la première fois depuis très très longtemps, on a un nouveau texte, alors qui sera applicable dans 2 ans, le texte qu'on attendait depuis longtemps sur le règlement communautaire en matière de données personnelles, qui finalement vient lier les obligations juridiques avec les obligations techniques et les obligations directement opérationnelles des entreprises. Il y a aujourd'hui une grande hétérogénéité des modèles d'exploitation des données personnelles et un marché qui met la donnée comme une valeur économique très importante. C'est l'origine de la question qui nous préoccupe. Comment est-ce qu'on peut faire valoir à la fois les droits des consommateurs, des individus, de vous et moi, de chacun d'entre nous qui envoyons des données personnelles sur un très grand nombre d'applications et d'outils logiciels, et privilégier en même temps les intérêts des industriels, des éditeurs de logiciels. On voit cette hétérogénéité avec le cloud computing, les plateformes de gestion de contenu directement par l'utilisateur, les plateformes UGC, le déploiement des objets connectés évidemment, et puis plus généralement le développement d'une surveillance globale qui justifie des contrôles des États, des contrôles des entreprises privées, et puis un besoin de plus en plus important de la part des individus de savoir où partent leurs données et qu'est-ce qu'on va en faire. On a encore quelques principes simples qu'on peut avoir en tête et qui n'ont pas changé avec le règlement communautaire dont je parlerai juste après. On a un cadre législatif aujourd'hui qui est solide, qui date en France de 1978, qui a été repris par la directive communautaire de 1995. Tout ça est assez solide, mais assez peu applicable à la nouvelle économie des données personnelles et des données tout court. Mais gardez en tête quand même les 4 points cardinaux de la protection légale qui sont: quelle est la donnée qu'on collecte, pour quelle finalité, pour quel destinataire, pendant combien de temps. Gardez en tête qu'il y a un principe de proportionnalité qui est fondamental, et qui continue avec le nouveau texte communautaire à être un principe très important, et puis le principe d'information de la personne. Dès maintenant, dès aujourd'hui, et ça le sera de plus en plus, ces problématiques doivent être partagées par à la fois les directions métiers, les directions juridiques, les DSI, les directions générales,
Et vous allez voir avec un certain nombre de nouveautés du règlement communautaire que ça sera de plus en plus le cas. Alors l'adoption du règlement européen, c'est extrêmement récent, donc on est vraiment au cœur de l'actualité, c'est le 14 avril 2016. C'est un règlement uniforme qu'on appelle d'applicabilité directe partout en Europe, mais néanmoins qui sera mis en œuvre en 2018. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'être transcrit dans un texte national. Pour autant, on a 2 ans pour anticiper sa mise en œuvre effective dans les méthodes de traitement des données personnelles et dans la manière de concevoir les outils de traitement des données. Et là, il y a un lien très fort, dont on reparlera, sur le rôle du juriste par rapport aux équipes de R&D, et vice-versa d'ailleurs. Ce règlement européen, vous en avez peut-être déjà entendu parler, il augmente la responsabilité des entreprises. C'est un point important qu'on peut dire dès le début, parce que finalement, une règle sans sanction n'a pas forcément d'intérêt, surtout vu l'enjeu économique et opérationnel de la donnée personnelle. Avec le règlement européen, on passe à une responsabilité des entreprises qui peut aller jusqu'à 10 millions et même le double 20 millions, et 2%, surtout 2% du chiffre d'affaires mondial. Et pour certaines infractions, ça peut être doublé. Donc on peut monter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Vous imaginez que là, on parle de sanctions en millions, peut-être en centaines de millions d'euros, ce qui est très différent des sanctions limitées qui ont cours encore aujourd'hui, et qui permettent finalement aux géants anglo-saxons de traitement des données personnelles de s'affranchir de certaines règles en se disant que de toute façon, 150 000 euros pour Google, ça ne change pas son modèle économique. La responsabilité des entreprises augmente, la complexité s'accroît, et en fait la complexité, elle est anticipée au stade même de la conception du produit. C'est très important. J'ai noté sur le slide, sur la partie en bas à gauche, à droite, 4 points dont on reviendra avec Luc, avec Tonjes tout à l'heure, avec leur activité, et vous verrez le lien qu'il y a entre le droit et l'opérationnel, la R&D. C'est le développement du privacy by design, le principe du security by default, l'exigence d'une analyse d'impact à la charge du responsable de fichier, et puis enfin l'obligation des règles d'accountability. 4 points qui sont que je vous propose de développer un peu, tout en sachant que tout reste à créer. Et en fait, ces 2 ans qui nous séparent de la mise en œuvre effective du règlement européen en Europe, ces 2 ans, je pense, vont être extrêmement utiles aux différentes équipes pour interpréter le texte, mettre en place des normes, définir des niveaux de sécurité, et des process qui vont permettre de se mettre en conformité avec ce règlement européen, dont évidemment on verra comment il est appliqué, il est sanctionné par les autorités. Donc on est dans une phase passionnante où finalement on a les outils, ou plutôt on commence à avoir les outils, on commence à avoir le cadre des outils qui permettront aux industriels de se mettre dans une logique de conformité, d'anticiper cette obligation de conformité, voire même d'aller plus loin en la souhaitant, c'est-à-dire finalement en faisant du respect d'un certain nombre de règles en matière de données personnelles un atout concurrentiel, un atout marketing, et de se dire que le marché de la donnée personnelle demain appartient à ceux qui délibérément font en sorte que les données personnelles de tout un chacun soient sécurisées. Alors, le fameux principe du privacy by design, il impose aux entreprises de prendre en compte les exigences relatives à la protection des données dès la conception des services, des produits et des systèmes exploitant les données à caractère personnel. Le règlement européen s'est emparé de cette innovation du marché, et là on a bien une innovation du marché, c'est pas le droit qui fait avancer, c'est le marché qui a fait avancer. Le règlement s'est emparé de cette innovation du marché pour l'ériger en contrainte juridique. Il s'agira pour un responsable de traitement de prendre des mesures non seulement organisationnelles, mais également des initiatives techniques pour que non seulement ces procédures ne véhiculent pas le risque d'une fuite de données,
mais également pour que les produits soient ab initio et par construction, là je cite le texte du règlement, ab initio et par construction insusceptibles de permettre de telles fuites. En principe, ce principe impose une coopération entre les services juridiques et informatiques au sein de l'entreprise, car le département R&D est concerné. Les futurs services cloud, les futures solutions logicielles devront être pensées, devront être conçues avec ce souci d'anonymisation. On verra tout à l'heure les outils techniques qui permettent de permettre cette anonymisation, ou le souci de protection complète des données identifiantes, outre évidemment la sensibilisation des salariés concernés aux prescriptions légales en matière de sécurité des données. C'est faire de la protection des données personnelles pour les entreprises dont c'est la matière première un gage de succès commercial. Le security by default, lui, il implique que soient mis en œuvre des mécanismes garantissant que par défaut, seules seront traitées les données à caractère personnel nécessaires à chaque finalité spécifique du traitement. Ça consiste là encore à inscrire dans le code même du produit, des dispositions qui permettent de discriminer, d'éliminer les données, d'identifier et d'anonymiser les données pour ne retenir que les données pertinentes. Bon, alors, on aurait pu souhaiter que on précise ce qu'il faut entendre par mécanisme. Le règlement ne prévoit que la Commission pourra définir des normes techniques. Luc, je pense, nous parlera de ces normes, définir des normes techniques pour les exigences requises en matière de security by default. C'est encore à construire. Et on voit ici pointer la mise en application du principe parfois discuté, mais assez réel, du fait que de plus en plus, le respect des principes légaux sera assuré par la configuration technique des outils eux-mêmes. C'est assez vertigineux comme perspective parce que ça permet de se dire que comment va-t-on gérer, quelles questions va-t-on se poser sur la souveraineté collective, sur les délibérations démocratiques, sur les contrôles, le contrôle technologique des individus, qui se fera par des normes, qui ne sont pas des normes étatiques, mais qui seront des normes proposées ou imposées par les industriels, et on sait que les industriels les plus puissants sont ceux qui parviennent à faire imposer leurs normes. Finalement, c'est peut-être incontournable à l'époque des objets connectés, des voitures sans chauffeur, par exemple. Mais il faut bien se rendre compte que les mois et les années qui viennent seront ceux dans lesquels on utilisera les textes applicables, et encore là on ne parle que du règlement européen, sans même se demander d'ailleurs comment tout ça avec le Privacy Shield va se faire avec notamment les Américains, mais rien qu'au niveau européen, la mise en place de cette sécurité ab initio ou d'anonymisation des données ab initio se fera à travers des normes, des techniques industrielles qu'il est important de suivre. Un mot sur l'analyse d'impact dont reparlera Luc, je sais, tout à l'heure, qui est important lorsque le traitement de données envisagé présente des risques particuliers au regard des droits et des libertés des personnes concernées, soit du fait de sa nature, de sa portée ou de ses finalités. Dans ce cas-là, le règlement crée une obligation, et là on est dans quelque chose de nouveau, on est vraiment dans une obligation pour tout responsable de traitement ou sous-traitant, d'effectuer une étude d'impact du traitement envisagé avant sa mise en œuvre. Donc pour certains traitements, obligation de mettre en place une étude d'impact sur le traitement envisagé avant sa mise en œuvre, et ça c'est pour le responsable de traitement et pour ses sous-traitants. Il y a un point particulier concernant le règlement européen que je ne vais pas avoir le temps de développer ici, mais qui est la responsabilisation, non plus seulement du responsable de traitement, mais de ses sous-traitants. Et la responsabilisation très forte du responsable de traitement qui devra s'assurer réellement de la mise en conformité de son sous-traitant. C'est-à-dire qu'il y a une chaîne de responsabilité qui se met en place, avec en bout de course une forme d'obligation de résultat dont lui parlera également tout à l'heure avec le principe d'accountability, qui est que on ne peut pas, enfin plutôt le texte considère, et je pense que c'est le sens
dans lequel on ira dans les mois et les années à venir, on ne peut plus considérer qu'on fait de la donnée personnelle une valeur économique aussi forte et aussi rapide, aussi puissante, aussi construite, aussi mondiale, sans avoir conscience qu'on engage sa responsabilité. Et c'est une obligation quasi de résultat, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de montrer qu'on a mis en place tous les moyens permettant de préserver cette sécurité des données personnelles. Alors ça, c'est cette obligation de documentation, qu'on appelle aussi accountability, qui est un autre gage de conformité qui est proposé dans le règlement et qui impose à tout responsable de traitement ou sous-traitant de conserver une trace documentaire de tous les traitements qui ont été effectués sous leur responsabilité. En cas de litige, la charge de la preuve incombera au responsable de traitement ou à son sous-traitant, qui, grâce à la tenue d'une telle documentation, sera censé pouvoir démontrer qu'il a rempli ses obligations en matière de protection des données. C'est vraiment intéressant intellectuellement au niveau de l'obligation de résultat, parce qu'il est confirmé avec ce texte, et c'est un point tout à fait nouveau, qu'il incombe aux prestataires techniques, professionnels, de faire la preuve qu'il n'a pas commis de faute dans la protection des données. Et j'en resterai là, je m'arrêterai là, pour laisser la parole à Luc qui va vous expliquer comment mettre en place les process permettant l'analyse d'impact et la accountability. Et simplement en précisant que je suis passé très vite sur mes slides, j'ai même passé très peu en réalité, mais nous aurons la possibilité de vous adresser l'intégralité des slides si vous le souhaitez à la fin de ce webinaire. Merci à vous. Merci beaucoup à Sylvain. N'hésitez pas à poser vos questions en attendant, je vais les collecter au fur et à mesure des présentations et nous essaierons d'y répondre à la fin du webinaire dans les 10 dernières minutes, entre 10h50 et 11h. Luc, on te laisse la parole et on te laisse effectivement prendre ta présentation. Je change. Ouais. Il faut que tu parles de la première slide du coup. On la verra. Oui. Bonjour à tous. Je suis donc Luc Herbert, Orasis. Nous sommes une société de conseil dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information. Nous accompagnons, je dirais, nos clients dans les démarches de sécurisation et particulièrement sur les données à caractère personnel. Comme Sylvain a pu le souligner, nous sommes en train d'assister à une évolution du cadre des traitements des données à caractère personnel. Le règlement européen sur la protection des données personnelles a été adopté le 14 avril 2016. Il s'appliquera dans 2 ans, en 2018, à l'ensemble des États membres. Je ne vais pas développer ici l'ensemble des nouvelles dispositions qui vont s'imposer aux responsables de traitement. Je veux simplement attirer votre attention sur le changement radical de modèle. Les entreprises vont passer d'un mode de formalité déclarative auprès de la CNIL à un mode de plus grande maturité qui consiste à s'assurer de la sécurité de données qu'elles traitent. De plus, le nombre des entreprises concernées s'élargit puisque les sous-traitants portent également ou vont porter également des exigences de protection. Cette maturité va en fait aussi jusqu'à l'obligation de notifier des éventuelles violations qui pourraient exister sur les données à caractère personnel et de pouvoir amener les preuves de la mise en œuvre de mesures de protection en cas de problème. J'ai choisi d'aborder plus spécifiquement 2 dispositions du règlement. La première concerne l'analyse d'impact qui doit être réalisée a priori par le responsable de traitement. Et la deuxième concerne la mise en place en fait de processus de pilotage et de suivi qui vont permettre de répondre à l'obligation de documentation ou accountability, comme a pu mentionner Sylvain. Ces 2
dispositions nécessaires, mais certainement insuffisantes, vont vous permettre de structurer votre approche du traitement des données à caractère personnel, 2 ans pour réaliser des analyses d'impact et mettre en œuvre des process, nous semble être un bon timing et nous préconisons le lancement de ces projets pour les sociétés qui traitent des données à caractère personnel. Pour déterminer l'obligation de réaliser une analyse d'impact, le règlement européen demande aux responsables de traitement d'envisager les risques de traitement sur 3 axes. Au préalable, vous verrez sur ce transparent sur sa partie gauche une classification des données que j'ai pu mentionner pour essayer de formaliser quels en fait les risques sur ces données. Vous avez des données personnelles dites courantes, comme par exemple l'état civil, l'adresse IP. Vous avez des données personnelles qui sont perçues comme étant sensibles, comme le numéro de sécurité sociale, ou les données nouvelles liées à la biométrie, aux bioveines, aux différents nouveaux systèmes liés aux nouvelles technologies. Et vous avez les données personnelles qui sont sensibles au sens de la loi, comme par exemple l'opinion syndicale ou les condamnations. Cette classification permet de donner une typologie en fait à ces données et de traiter leur sensibilité. Si je reviens aux 3 axes, la réglementation stipule que l'analyse d'impact sera nécessaire si une de ces 3 données est vérifiée, c'est-à-dire qu'on a des données sur un axe qui est la nature du traitement, on parle de volume important traité pour un nombre important de personnes, donc si vous avez une grosse quantité d'informations personnelles à traiter. Un axe qui est plus lié sur l'utilisation de nouvelles technologies, comme par exemple la biométrie, bioveine. Un axe plus sur les populations sensibles, donc si on traite des données qui sont liées par exemple aux enfants. Ou un axe qui est plus donné sur le traitement de données elles-mêmes sensibles, comme les données de santé. Un deuxième axe peut être en fait la portée des traitements, c'est-à-dire que les traitements qu'on va effectuer vont amener en fait à une notion qui pourrait être discriminante et pourrait priver de droit une personne. Et la troisième concerne en fait la finalité plutôt du traitement. Et là, on retrouve principalement des données, par exemple, de surveillance. La vérification de ces actes va en fait induire à un moment donné une analyse d'impact qui devra se faire dans tous les cas. Nous conseillons toutefois l'ensemble, je dirais, des interlocuteurs avec lesquels on peut discuter de ce sujet, de réaliser une analyse d'impact au plus tôt. Un instant, a priori, un problème de son. Tu peux te reculer un petit peu, Luc. Pourquoi c'est... C'était un peu trop fort. Trop fort? Ouais. Et on nous dit, ok. Ok, je peux reprendre. C'est bon? L'analyse d'impact, globalement, c'est en fait une approche structurée qui permet de mettre en évidence des traitements qui présentent des risques au regard des droits, des libertés des personnes. Elle permet au préalable de la mise en œuvre de ces traitements d'identifier des risques, de prendre des mesures pour limiter en fait ces risques et d'accepter les risques résiduels qui existent, puisqu'on ne va pas pouvoir réduire totalement l'ensemble de ces risques. Cette démarche donne une maîtrise des traitements, elle confère une plus grande maturité aux organisations qui la pratiquent et permet d'obtenir la confiance de l'ensemble des partenaires avec lesquels l'organisation peut échanger. Cette démarche va plus, comme a pu le mentionner Sylvain tout à l'heure, va plus loin que simplement sur un plan juridique et implique donc l'implication d'autres interlocuteurs. On va retrouver le responsable de traitement, le juridique. On va retrouver les métiers, la maîtrise d'ouvrage, les gens qui font plutôt de la réalisation, la maîtrise d'œuvre, et l'ensemble, je dirais, des personnes qui se retrouvent pour parler de sécurité
Bien sûr, ces équipes sont dimensionnées en fonction des risques particuliers qui sont traités. L'analyse d'impact, globalement, c'est avant tout un processus d'amélioration continue qui se décline en 4 étapes. Une étape qui permet de décrire le contexte, une autre étape qui permet d'identifier les mesures existantes, une troisième étape qui permet d'apprécier les risques sur la dimension de vie privée et qui permet de mettre en place des mesures complémentaires, et enfin une quatrième étape qui permet de valider l'acceptation des risques existants. Globalement, il s'agit d'une démarche équivalente au traitement des risques de manière que l'on pratique de manière générale dans les sociétés, qui est simplement étendue aux enjeux et aux impacts sur les personnes, qui n'est pas le point habituel des sociétés, puisqu'on traite d'habitude les risques pour les sociétés, et là on traite un risque lié aux personnes dont on traite les données. Si je prends rapidement l'ensemble des étapes, l'analyse d'impact, le contexte, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrire la solution, on va décrire l'architecture, on va spécifier l'ensemble des flux de données qui peuvent exister, identifier les acteurs et identifier les enjeux. Sur les enjeux, on a différents enjeux, des enjeux sociétés qui peuvent exister, que ce soit des enjeux d'image, des enjeux d'avantages concurrentiels, de responsabilité contractuelle. Sur l'analyse d'impact pour des données à caractère personnel, on va insister essentiellement sur les enjeux de la vie privée des personnes dont on traite les données, et qui est vraiment le point primordial. On va retrouver ici en fait l'identification de données personnelles que l'on va traiter et l'ensemble des actifs supports qui vont en fait être utilisés pour traiter ces données-là, et qui vont nous permettre d'identifier en fait l'ensemble des actifs qui traitent ces données à caractère personnel. On va ensuite identifier les mesures existantes. Pour plus d'efficacité, on a essayé de structurer, je dirais, l'approche et de traiter en respectant l'ordre. On a ici mentionné les mesures d'ordre juridique. Donc on va vérifier sur une mesure juridique, par exemple le droit d'opposition, savoir s'il existe un processus qui permet aux utilisateurs, aux personnes de faire respecter leur droit d'opposition. Et derrière, s'il y a un processus qui permet à l'entreprise de valider ce droit d'opposition et de faire le nécessaire pour mettre en œuvre ce droit d'opposition. Et ensuite, distinguer d'autres mesures, qui sont des mesures organisationnelles, de politique, d'assurance qui peuvent exister, d'organisation. On a ensuite des mesures qui sont plus de sécurité logique, d'anonymisation, que vous allez retrouver juste après dans la présentation faite par Tangef, qui permet en fait, cette mesure d'anonymisation, de réduire l'exposition des données impersonnelles au strict nécessaire, je dirais, au strict besoin des traitements. Et ensuite, on en retrouve des mesures qui sont des mesures plus, je dirais, physiques, de contrôle d'accès, de protection de matériel qui peuvent être à risque, et ainsi de suite. L'objectif ici est réellement de pouvoir identifier l'ensemble des mesures qui sont existantes et qui permettent de limiter le risque. L'impact ensuite va nous permettre en fait de définir quel est le niveau de risque, d'identifier et d'hiérarchiser les événements redoutés dans le cadre du traitement des données, d'identifier et d'hiérarchiser les risques qui permettraient à ces événements redoutés de survenir, d'évaluer ensuite la probabilité d'occurrence ou de vraisemblance de ces risques, et d'évaluer ensuite, je dirais, une notion de gravité en cas de réalisation de ces événements redoutés. Cela nous permet de construire une matrice de dimension ici 4 par 4, c'est un choix qu'on a effectué, et de déterminer que vous avez un carré supérieur rouge dans lequel vous avez une vraisemblance forte et une gravité forte. Et pour pouvoir accepter, je dirais, l'ensemble de ces risques, il s'agit de réduire les risques qui sont mentionnés ici. Donc, globalement, dans notre étude ici, on a un certain nombre de mesures complémentaires qui sont à définir. L'avantage de cette matrice, c'est de dire que c'est très visuel,
et ça permet de prendre assez simplement des décisions pour gérer des décideurs dans les entreprises. On va rajouter simplement des mesures, donc on va identifier les mesures déjà existantes qu'on a déjà fait auparavant, on va rajouter de nouvelles mesures qui vont nous permettre en fait de réduire l'ensemble de ces risques. Ces mesures seront mises en regard en fait des événements redoutés principaux que l'on peut avoir. Vous avez ici, je vais reprendre l'anonymisation. L'anonymisation nous permet en fait de réduire le risque sur la modification du traitement, de réduire le risque sur l'accès légitime aux données personnelles et de modifier le risque sur la modification non désirée de données personnelles, puisqu'on les données, on les rend, je dirais, moins visibles à ce niveau-là. Derrière, la mise en place de l'ensemble de ces mesures va nous permettre en fait de réduire l'ensemble des risques, d'accepter ou de refuser ces risques résiduels, de valider formellement l'analyse et de valider derrière le plan d'action pour la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures. Le suivi du plan d'action est nécessaire d'ailleurs pour valider bien l'utilisation de l'ensemble de ces mesures. On a fini. Globalement, je fais rapidement une analyse d'impact pour montrer de quoi il s'agissait. Je pense que cette analyse d'impact s'accompagne de mesures à mettre en œuvre pour le pilotage dans le temps de l'ensemble du traitement des données à caractère personnel et du suivi des mesures de sécurité et des incidents que vous pouvez rencontrer. La gestion du changement, par exemple, est un point important. L'efficacité de la sécurité de l'information telle qu'il a été définie me paraît être un autre point. La capacité à gérer les incidents, à les référencer et à les suivre va répondre en fait aux besoins de documentation, d'accountability que demande en fait le nouveau règlement européen. Pour cela, je rajouterai juste une petite touche personnelle, puisque globalement chez Oasis, nous avons mis en œuvre un outil qui s'appelle Evolis, qui permet de référencer les actifs, de cartographier les risques, d'identifier les mesures et les actions à mettre en place, et qui permet une centralisation en fait, du pilotage de l'ensemble de ces données-là. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, on sera heureux de vous en parler. Voilà, je vous remercie et j'espère à bientôt. Merci beaucoup, Luc. On va maintenant voir ce qui se passe du côté de Stuttgart. On va se connecter à Tonjet qui nous attend là-bas. Okay. Okay. On peut déjà m'entendre? Ouais, on t'entend. Je Très vais bien. te passer la main. J'allume mon webcam. Ouais. Et maintenant on me voit. Bonjour. Okay. Bon, d'accord. Effectivement. Super. Ok, j'ai le Moi, je curseur vais couper la déjà? main. Hop. Ok. Et non, pas encore. Ok. Normalement, tu dois avoir le contrôle maintenant du clavier et de la souris. Je l'ai fait. Ok. Non, Super. malheureusement pas. Non. Alors, je vois pas de changement. Ah, pourtant tu l'as. Ok. Ok, c'est peut-être toi qui peux changer les slides. Ok, now you got it. Ok. Ah non, maintenant, je crois que je l'ai. Oui. Oui, tu l'as. Ok. Bon, bonjour, je m'appelle Tony. Pardon? C'est parti. Ok. Oui. Bonjour, je m'appelle Tony Mayosa et je travaille comme consultant technique chez Libel. Après avoir écouté les intervenants de ce jour sur la situation juridique et la protection des données dans des environnements de production, une question se pose. Que se passe-t-il pour les données dans les environnements hors production? Par exemple, les données de test, parce qu'elles aussi, elles doivent être protégées. Dans les minutes suivantes, je vais vous présenter les enjeux qui sont spécifiquement liés aux données hors production. Ensuite, nous verrons comment on peut résoudre ces situations avec une solution d'anonymisation des données. Je vous présenterai alors notre solution Libel Data Masking. À la fin, je vous présenterai un cas client d'une société en Allemagne où nous avons installé Libel Data Masking. Bon, d'accord. La manière dont on traite les données dans les systèmes de production
et dans les systèmes hors production varient souvent beaucoup. L'accès aux données dans les systèmes hors production est beaucoup plus facile, puisque dans la plupart des cas, il s'agit des données de test ou de développement et qu'on veut faciliter l'accès pour les développeurs et les testeurs. Par exemple, alors que dans les systèmes de production, il y a des règles de sécurité maximale, l'accès est limité à un nombre restreint de personnes et au moins un système de détection est actif. Bon, dans les systèmes hors production, les règles de sécurité sont diminuées. Les accès au système sont beaucoup plus nombreux et s'il existe des systèmes de détection d'intrusion, ceux-ci sont souvent limités. Alors, comme l'accès au système est plus simple et que les personnes qui se connectent sont plus nombreuses, il existe la possibilité qu'une personne malveillante prenne possession des données. Ces données peuvent être de grande valeur pour l'entreprise. C'est d'autant le cas, c'est d'autant plus vrai lorsque la société héberge des données de ses clients. Et il y a une chose qu'on ne doit pas oublier, les lois sur l'informatique et les libertés sont les mêmes pour les données dans les systèmes de production et dans les systèmes hors production. Je vais vous donner un exemple où la mauvaise gestion des données a mené à des failles. C'est le cas de Walmart, le plus grand distributeur aux États-Unis. Des pirates informatiques ont attaqué l'équipe de développement qui était responsable des développements pour le logiciel de gestion des points de vente. Ce système gérait notamment les transactions des cartes bancaires. À cause de plusieurs failles de sécurité, les attaqueurs ont par exemple utilisé les comptes de réseau virtuels de plusieurs anciens collaborateurs de Walmart. Ces pirates ont pu entrer en possession de beaucoup de données sensibles réelles, parce que l'équipe de développement faisait des tests de logiciels avec une copie non masquée des données productives. Et ces données ont été transférées à des ordinateurs en Europe de l'Est et puis ont été utilisées de manière frauduleuse de nombreuses fois. Alors, il est primordial que, même si une personne malveillante réussit à s'emparer des données provenant d'un système hors production, cela n'a aucun impact. Alors la question est, comment faire pour protéger les données hors production? Bon, l'anonymisation des données est une des solutions qui existent. Chez Libel, nous avons conçu la solution Libel Data Masking qui anonymise des environnements hors production. Un moment, c'est un slide trop tard. Ouais, on y est. Ces environnements peuvent être hétérogènes. Ils peuvent être constitués des systèmes Windows, Linux, ou même des systèmes plutôt exotiques comme Système I ou en ZOS. Et sur ces systèmes, de nombreuses bases de données peuvent être installées, comme Oracle, SQL Server, ou des bases de données spécifiques à SAP comme HANA. En plus des systèmes de gestion de bases de données classiques, Libel Data Masking peut aussi traiter des fichiers texte comme CSV ou même des fichiers Excel. Bon d'accord, mais il est plutôt rare d'avoir affaire à une seule base de données, avec un système d'une seule sorte. Dans la plupart des cas, nous rencontrons des paysages logiciels étendus avec des combinaisons de systèmes hétérogènes. Parmi ces systèmes, certains sont des systèmes sources, ou c'est des systèmes normatifs qui contiennent les données valides et on gère ces données, qui sont dits, et d'autres systèmes qui sont dits dépendants, dans lesquels on va transférer une partie des données du système source. Bon, mais tous ces systèmes doivent être masqués de manière homogène, même s'il n'est peut-être pas évident de voir qu'une donnée dans le tableau d'un système dépendant provient d'un tableau source d'un autre système. Bon. L'approche de Libel Data Masking, c'est d'anonymiser les données d'une manière homogène. Ça veut dire qu'une valeur originale
sera toujours masqué de la même façon dans tous les systèmes. En d'autres termes, la valeur qui sera accordée à une donnée sera la même pour les autres systèmes contenant cette valeur. Cela permet de conserver la consistance des données pour l'ensemble des données, pour l'ensemble de l'environnement. Pour pouvoir rendre anonyme une donnée, Libel Data Masking doit savoir quelle donnée il doit anonymiser. Et pour cela, Libel Data Masking inspecte toutes les applications grâce à un outil appelé LDM Explorer. Cet outil va permettre de révéler tous les champs existants et de leur attribuer un nom appelé profil. On voit ça dans la slide prochain. Bon, ainsi, l'utilisateur final ne doit pas préciser quelle colonne, dans quelle table il souhaite masquer. Il doit seulement choisir quel type de données il souhaite anonymiser. Dans Libel Data Masking, les types de données sont classés en profil Data Masking. Bon, voyons. Un profil d'anonymisation, c'est le nom que l'on donne à un type de données précis. Par exemple, pour la colonne où apparaissent les prénoms, alors le profil d'anonymisation s'appellera désignation des prénoms. Pardon. Pour donner des autres exemples, les profils d'anonymisation peuvent être les suivants. Des identifiants personnels comme le numéro de carte d'identité ou le numéro de sécurité sociale. Des données de connexion bancaire comme l'IBAN. Et également des dates personnelles comme la date de naissance. L'explorateur LDM Explorer va scanner les colonnes et va trouver à quel type correspondent les données parcourues et donc à quel profil ces données appartiennent. Aussi, ce que l'utilisateur va également choisir, c'est comment les données doivent être anonymisées. L'utilisateur pourra choisir parmi les procédures d'anonymisation qui sont proposées dans l'application Libel Data Masking et qui vont déterminer le mode d'anonymisation. Libel a déjà attribué les procédures standards pour chaque profil d'anonymisation. Pour voir les exemples, il y en a ici, notamment celle pour l'anonymisation des noms. Alors, on pourra utiliser une des plusieurs procédures d'anonymisation de noms. On verra le résultat dans la diapositive suivante. On peut aussi vider le contenu, où on peut prendre une valeur constante. Et ce qu'on peut faire aussi, on peut mélanger les noms qui existent déjà dans la base des données. Ça sera la procédure du shuffling. Et bien sûr, il n'y a plus de procédure pour les autres profils. Bon, voyons le résultat. Alors, dans cette diapositive, on voit le résultat d'une anonymisation de noms. En haut, vous voyez un système source, en bas un système dépendant. À gauche, les données qui ne sont pas encore anonymisées. Et à droite, l'anonymisation a déjà été effectuée. Ce qu'on voit d'un clin d'œil, c'est que le résultat, le BRAC, est le même alors que ce sont deux systèmes qui sont complètement hétérogènes. Et en plus que les noms, ils ne possèdent pas la même casse. Ici, c'est minuscule et ici, c'est majuscule. Alors, c'est que Libel Data Masking reconnaît néanmoins que ce sont les mêmes prénoms et les mêmes noms de famille. En remplaçant ces données par une valeur identique, nous garantissons une anonymisation consistante. Un autre point important est que les jeux de données anonymisées tiennent compte de la localisation géographique des données sources. Elle offre donc un rendu très réaliste. Cela veut dire que s'il s'agit d'un système français qui contient des données françaises, comme ici, comme des noms français, le résultat de l'anonymisation sera aussi des noms français. Et pour pouvoir faire cela, Libel Data Masking est équipé d'un grand stock de données de référence nationale.
Vous pouvez ainsi opérer vos tests et recettes de manière totalement consistante et réaliste. Donc, voyons. OK. On finit avec un cas client. Alors, le cas client que je vais vous présenter, c'est l'anonymisation d'un système d'information hétérogène d'une organisation publique dans la région de Nordrhein-Westfalen. C'est dans le nord-ouest de l'Allemagne. Ce système d'information est hébergé par une société tierce. La société d'hébergement est déjà un client de Libelle. Elle utilise la solution de copie de système SAP, Libelle System Copy. Récemment, en plus du service de copie de système SAP automatisé, l'organisation publique a émis le souhait d'anonymiser les données pour raison de protection de données, bien sûr. Donc, ce qu'on a fait, nous avons d'abord organisé un workshop pendant lequel nous avons analysé les besoins de l'organisation publique. Premièrement, nous avons pu obtenir une vue d'ensemble du paysage logiciel. Il s'agissait des systèmes avec Oracle 11.2 sur Windows Server 2012. Les bases de données ont une taille entre 50 gigaoctets pour le système non SAP et 600 gigaoctets pour les deux systèmes SAP ISU et les systèmes SAP pour le secteur d'énergie. Ce workshop a duré 2 jours. Le premier jour était dédié au système SAP. Il y avait 2 systèmes SAP ISU et un système SAP CRM. Et puis le deuxième jour, on s'est occupé des systèmes non SAP, qui étaient des développements de la société d'hébergement. Là, on pouvait collaborer avec les développeurs qui naturellement connaissaient très bien le modèle des données respectives. Pendant ces 2 jours, nous avons aussi exploré les systèmes avec l'explorateur de données LDM Explorer. Comme résultat du workshop, je peux formuler 2 points suivants. Alors, c'est que Libelle Data Masking est capable d'anonymiser les systèmes SAP sans trop de personnalisation, parce qu'il a trouvé les données à masquer et possède déjà toutes les procédures pour les anonymiser. Quant aux applications développées en interne, il n'y avait plus de personnalisation à exécuter, parce que le client avait besoin des procédures d'anonymisation spécifiques. On s'est occupé de ce point ensuite. Ok, ça c'était le workshop. Après le workshop, on a exécuté un POC, un Proof of Concept. Cela nous a pris 3 jours. Ce Proof of Concept consiste en une installation, une configuration de la solution, et puis une exécution de l'anonymisation sur un système bac à sable contenant un sous-ensemble des données. Cela permet de voir si certains problèmes pourraient être révélés. Pour cela, le client, aussi bien que Libelle, doit précisément examiner les données anonymisées. Après la validation du Proof of Concept sur le bac à sable, nous avons pu procéder à l'installation de Libelle Data Masking sur l'ensemble du paysage souhaité. Et nous avons réalisé des adaptations techniques et avons lancé des exécutions sur les nouveaux environnements cibles, à savoir la qualité et le test. En chiffres, voici le résultat que nous avons obtenu. LDM Explorer a relevé 1200 tables et 40 millions de lignes. La table la plus grande contenait 12 millions de lignes. Nous avons masqué près de 2000 lignes par seconde. Et puis, nous avons masqué, avec ça, nous avons masqué ces 40 millions de lignes dans ces 1200 tables en 6 heures. Voilà. Lors de cette dernière étape, nous avons également formé le client afin qu'il devienne autonome sur l'utilisation et l'administration de la solution. Et c'est ça. Bon, je vous remercie pour votre intérêt et surtout, nous attendons vos questions avec impatience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tangef. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. Et on a déjà reçu quelques questions auxquelles on va répondre.
Donc il y a des questions, il y a des questions. Alors, par rapport à la législation européenne, question, je pense, plus tournée vers Sylvain. Cette législation est-elle dans ses principes partagée au niveau mondial où le traitement des données personnelles est plus simple dans d'autres pays? Là. Oh, ça change. Ouais, comme tu veux. D'accord. Alors, la législation est-elle dans ses principes partagés au niveau mondial? La réponse est non. Ce serait formidable s'il y avait une telle législation partagée au niveau mondial. C'est loin d'être le cas. Et en plus, l'invalidation du Safe Harbor en octobre dernier a montré que même quand il y avait des accords, en l'occurrence entre l'Union européenne et les États-Unis, ces accords pouvaient ne pas subsister. Au-delà de ça, y a-t-il des traitements de données personnelles plus simples dans d'autres pays? Probablement, il y a des pays dans lesquels il y a des traitements, enfin des réglementations plus simples, peut-être même pas de réglementation. Et il y a notamment les paradis juridiques qui existent, mais néanmoins ça ne répond pas à la question parce que l'idée c'est de savoir comment exploiter les données personnelles qu'on a collectées en Europe, ailleurs qu'en Europe, donc les transférer en dehors de l'Europe. Si c'est pour transférer des données personnelles collectées en Europe vers des pays de grande liberté juridique en matière de données personnelles, c'est se mettre en contravention avec les textes communautaires. Donc c'est pas non plus une réponse satisfaisante. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de mécanismes qui ont été mis en place par les différentes CNIL européennes qui permettent d'exporter des données personnelles en dehors de l'Union européenne. Il y avait le Safe Harbor pour l'Amérique, les États-Unis remplacés par le Privacy Shield, mais d'ores et déjà contesté, en tout cas contestable à mon sens. Il y a toujours les règles de BCR, Binding Corporate Rules, qui permettent d'exporter vers des pays dans lesquels on a mis en place des systèmes d'encadrement, enfin dans lesquels les entreprises réceptionnaires des données ont mis en place des mécanismes d'encadrement de protection des données personnelles. Et puis il y a un certain nombre de pays qui sont listés notamment sur le site de la CNIL qui permettent de s'assurer que le traitement des données personnelles est conforme au minimum requis en Union européenne. Donc la réponse est-ce qu'il y a des endroits plus simples? Oui sûrement, mais ça ne nous apporte pas de solution opérationnelle, puisque le socle de protection au niveau mondial, on peut considérer que c'est celui qui existe aujourd'hui en Europe. Merci Sylvain. Ensuite, question sur l'anonymisation des données. Est-ce qu'elle est obligatoire pour tous les types de données personnelles ou est-ce qu'elle n'est qu'une précaution nécessaire pour ne pas engager sa responsabilité en tant que responsable de traitement? Luc, une réponse? Oui. Ouais, comme vous voulez. Il nous reste 3 minutes. Oui, donc l'anonymisation des données est une mesure, pour moi, une mesure qui est à mettre en place et qui permet en fait de limiter le contexte dans lequel on va utiliser les données à caractère personnel et donc de limiter le risque de l'entreprise. Je n'ai pas connaissance, mais je ne peux pas tout connaître, que cela diminue les obligations. Je ne pense pas que ça diminue les obligations, c'est juste une mesure que l'on met en place dans le nouveau système et qui va permettre en fait de justifier le pourquoi du comment de cette approche. Okay. Question, le Data Protection Officer va-t-il obligatoirement remplacer le CIL? Réponse oui, puisqu'il y a un changement de dénomination, enfin de nom. Il y a aussi un changement de périmètre. Il y a quelques différences en matière d'obligation, d'internalisation du CIL ou demain du DPO. Quelques ajustements. Le CIL tel qu'il existe en France est assez proche de ce qu'on voit se dessiner avec le DPO. Là encore, on a un peu le temps
de voir comment vont fonctionner les DPO, mais on peut considérer, oui, que le DPO va remplacer le SIL, exactement. En tout cas, il n'y aura pas, si c'est le sens de la question, il n'y aura pas de doublon entre le SIL et le DPO. Ok. Et il me semble qu'on a une dernière question qui est en route. Ok. Ok, qui est le responsable de traitement et donc le responsable légal des données dans le cas d'utilisation d'un cloud public dont les moyens de traitement ont totalement été définis par le fournisseur? Alors, ça c'est une vraie évolution du texte. Aujourd'hui, on va considérer que le responsable de traitement, c'est celui qui prend la responsabilité de la mise en place de la collecte, du traitement des données. Demain, ça sera toujours lui. Mais la différence, c'est que on va responsabiliser le sous-traitant, et alors, a fortiori, si c'est lui qui a été totalement à l'origine de la définition des moyens, et on va continuer à responsabiliser le responsable de traitement, puisqu'il aura en charge de s'assurer du respect des obligations légales de son sous-traitant. Alors c'est vrai que lorsque le sous-traitant est beaucoup plus important en termes de poids économique que celui qui fait le traitement de données, il y a un rapport de force inversé et celui qui prend la responsabilité du traitement n'a aucun moyen de s'assurer que son sous-traitant respecte la réglementation. Le seul moyen qu'il a, c'est d'en changer. Et c'est peut-être, à mon avis, un vrai acte de réflexion dans les mois et les années qui viennent, c'est de se dire, est-ce que finalement, je dois continuer à travailler avec des sous-traitants qui m'imposent leur réglementation ou l'absence de respect de la réglementation, de l'autre côté de l'Atlantique, ou est-ce que je préfère relocaliser mon cloud, quand bien même il serait public, sur une zone communautaire où en tout cas je maîtrise la réglementation qui va être respectée par cet hébergeur. Ok. Merci Sylvain. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes les questions. Ce que je propose, c'est qu'on vous envoie les réponses par mail. Je vais également vous envoyer les présentations de ce jour. Et puis, je vous invite à répondre au petit questionnaire qui va vous être envoyé de manière automatique juste après ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants d'aujourd'hui. Et à très bientôt. Au revoir. Merci aussi, Diffie.